Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises chaque semaine. Encore un programme bien riche, je le disais, le début de l'année est souvent propice aux nouveautés tech, aux nouveaux outils, parce que les éditeurs ont bien compris que les entreprises aimaient bien changer de logiciel en même temps qu'il y avait une nouvelle année, un petit peu comme si on voulait terminer l'année sur les anciens outils, ne plus en parler et recommencer tout propre, tout neuf, une nouvelle année sur un nouveau système. Donc qui dit nouveau système dit nouveaux outils. Donc on va parler majoritairement cette semaine de grosses sorties, de belles sorties qu'il y a eu. Et c'est parti, on voit ça tout de suite après l'intro. Qui n'est pas vraiment une intro, mais simplement de la musique qui est un peu plus forte qu'au début. Bref, les outils de la semaine. Le podcast sera divisé en 4 parties. Il y aura les outils de la semaine en premier, donc c'est les sorties, les choses un peu intéressantes qui sont sorties, soit parce qu'on les a vues sur Product Hunt, soit parce qu'ils ont inondé les réseaux sociaux et qu'il y a eu une grosse hype autour, donc on fera une petite revue de tout ça. Ensuite, c'est les focus de la semaine, donc c'est pareil, c'est toujours des outils, pas forcément qui sont sortis cette semaine, mais sur lesquels j'aimerais bien revenir, faire un focus dessus. Cette semaine, il y a Payfit et l'Apple Vision Pro. Pour le coup, l'Apple Vision Pro est aussi sorti cette semaine, en tout cas en précommande. Ensuite, on verra les actus en bref. Les actus en bref, c'est tout ce qui s'est passé un peu dans le monde de la tech, que j'ai listé sur des journaux, sur des quotidiens, un peu des institutionnels qui écrivent des beaux articles et que je retranscris ici quand ils concernent le monde de l'entreprise. Et on terminera par les coulisses de la semaine. Coulisses de la semaine, c'est une newsletter que j'envoie tous les dimanches, sur laquelle je partage mes réflexions, mes aventures entrepreneuriales et les projets, l'avancement des projets sur lesquels je bosse. Donc c'est souvent un truc un peu plus philosophique, un peu plus profond, productivité, ils sont dans les coulisses, et donc j'aimerais parler un petit peu à la fin. Première rubrique, les outils de la semaine, il y en a 4. Je vais les citer tout de suite, comme ça au moins vous saurez à quoi vous attendre. Il y a Peerlist, qui est un concurrent de LinkedIn, Emiso, qui est une super app bureautique, mail, calendrier, tâches, Pomodoro et compagnie. Ensuite, il y a Tidycall, qui est une alternative à Calendly, et le dernier, c'est tout, au niveau des actus de la semaine. Donc le premier, il y en a 3, j'ai dit 4, mais il y en a que 3, je viens d'en enlever un en même temps, parce qu'il n'est pas très intéressant. Le premier, c'est Peerlist. Peerlist, il a fini premier de sa journée sur Product Hunt. Pour ceux qui ne connaissent pas Product Hunt, c'est un petit site qui regroupe un peu toutes les sorties tech de la semaine, jour par jour. Il y a un classement qui sort, les gens peuvent voter, et celui qui récolte le plus de votes, l'outil qui récolte le plus de votes, est souvent un outil sur lequel il faut porter une petite attention particulière. Et bien, cette semaine, Peerlist a fini premier de sa journée, et parce que la promesse est forte, ils veulent concurrencer LinkedIn. Et je me suis posé la question, et je me suis dit, mais c'est vrai que LinkedIn, quand même, c'est pas terrible en termes de fonctionnel. C'est vraiment une vraie question que je me suis posée. L'interface est pas vraiment au goût du jour, on peut pas dire que ce soit top startup UX UI, quoi, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Le player vidéo, franchement, il est inexistant, on peut pas du tout publier de vidéos convenablement et on peut pas du tout en consommer. Alors qu'il y a pas mal de choses qui se passent en vidéo désormais, ou en tout cas en audio. Bref, le player média est vraiment nul. À la limite, les carousels, ça marche bien, mais les carousels, franchement, pourquoi pas, mais il faudrait qu'ils misent un peu plus sur la vidéo et l'audio. Ils sont pas prévus de le faire, donc ça n'a pas l'air d'évoluer de façon, considérable, on va dire. Quand on veut croiser et qu'on veut rechercher un post, quand on croise et qu'on veut rechercher un post sur lequel on est tombé, concrètement, c'est impossible. Si un jour vous faites une bêtise et que vous voulez cacher un corps, faites-le sur LinkedIn. Au moins, vous êtes sûr que personne ne le retrouvera. Non, franchement, ça vous arrive jamais sur LinkedIn de tomber sur un post intéressant et de vous dire « Ah, trop bien, il m'a marqué celui-là ». Vous oubliez de l'épingler. Je ne sais même pas si vous connaissiez qu'il y avait une fonctionnalité où vous pouviez épingler le post pour le retrouver plus tard. Et 2-3 jours après, vous avez une discussion avec quelqu'un, vous dites « Ah, c'est marrant, j'ai vu un post sur LinkedIn ». Et là, vous dites « Ah bah non, mais c'est mort, je le retrouverai jamais en fait ». Si vous commencez à taper la recherche avec les mots-clés que vous vous souvenez, le truc vous recherche des profils, il vous recherche des events, mais il ne recherche jamais à l'intérieur d'un post. Bref, c'est vraiment le bordel. Si vous ne l'avez pas épinglé, c'est fini, il est perdu à tout jamais. Surtout si vous savez plus qui l'a écrit, et même si vous savez qui l'a écrit, il faut aller encore le retrouver sur la fiche de la personne, voir tous les posts, vous tapez tous les commentaires qu'il a écrits. Bref, c'est la galère. Tout ça pour dire que fonctionnellement et ergonomiquement, c'est pas vraiment le meilleur outil. Mais souvent, c'est pas parce que les outils sont pas parfaits technologiquement que les gens vont en changer pour autant. À partir d'une masse critique d'utilisateurs,
il y a un peu un immobilisme qui se crée, les gens se regardent tous un peu en chien de faïence en mode est-ce que lui il a bougé, est-ce qu'il y a encore des gens sur le nouveau réseau, est-ce qu'il y a déjà des gens sur le nouveau réseau, est-ce que les gens continuent encore d'être sur LinkedIn ou est-ce qu'ils ont changé? On peut le voir d'ailleurs sur Twitter ou Facebook, franchement les outils entre Twitter et son fondateur qui fait n'importe quoi avec le réseau, on dirait qu'il a envie que les gens partent, Facebook qui n'a pas évolué et qui est juste un arbre à publicité. Vous vous dites, mais pourquoi les gens continuent à être dessus en fait? Tout simplement parce que la masse critique d'utilisateurs est dessus et qu'il y a un aspect FOMO qui se crée, c'est-à-dire qu'on va avoir peur de manquer quelque chose si on va ailleurs. Du coup, les gens sont là, un peu figés et hésitent à changer. Même pour prendre l'exemple de Twitter, on sait qu'il y a Substack Notes qui a sorti des choses intéressantes. Il y a Thread qui est sorti, alors il y a l'air d'y avoir un gros attrait sur Thread parce que c'est Facebook en fait, donc il y a déjà la masse d'utilisateurs critiques qui est présente grâce à Facebook ou Instagram, puisque désormais lorsque vous avez un compte Thread, il apparaît sur Instagram et on connaît la renommée d'Instagram. Donc du coup, les nouveaux outils qui sortent et qui n'ont pas de lien d'affiliation avec un des GAFAM sont un peu bloqués en fait. Il faudrait qu'il y ait un réseau social qui sorte sur Apple, qu'Apple sorte un réseau social pour qu'il y ait la masse critique d'utilisateurs qui aille dessus. Donc du coup est sorti Peerlist qui est un concurrent, un calque de LinkedIn, en beaucoup mieux, en beaucoup plus ergonomique, en beaucoup plus fonctionnel, qui a l'air de vraiment respecter les codes du web de maintenant, mais qui, malheureusement, j'aimerais me tromper, et peut-être que l'avenir nous dira le contraire, c'est tout ce que je souhaite à cette appli, qui n'arrivera pas peut-être à avoir la masse critique d'utilisateurs qui ferait que les gens se disent tiens, on va plus sur LinkedIn, on va aller sur Peerlist. Ça s'est passé à l'époque de Viadeo. Je sais plus si Viadeo est sorti avant LinkedIn, mais Viadeo a été racheté je crois par le Journal du Net. Je crois qu'ils sont gentiment en train de l'éteindre, à moins qu'il se passe des trucs dessus et que je me fourvoie complètement. Mais du coup, c'est simplement parce que Viadeo était franco-français et que vous avez un mastodonte multi-pays qui est sorti. Et ils n'ont pas pu rivaliser puisque tous les gens allaient sur LinkedIn, aussi par l'attrait de la nouveauté, et ont abandonné gentiment Viadeo. Bon, je sais plus qui est sorti en premier, peu importe. Mais il en faudra pour que les gens abandonnent LinkedIn, comme il en faudra pour que les gens abandonnent Twitter. Je pense que les annonceurs abandonneront Twitter avant les utilisateurs, malgré les horreurs du fondateur, et que ça éteindra par la force des choses le réseau, et que les utilisateurs n'aient pas d'autre choix que d'aller ailleurs. Donc ça vaut le coup quand même d'aller jeter un œil à Peerlist, peut-être que si on s'y met tous un peu et qu'on se dit que finalement c'est pas mal, que ça apporte plus de choses et ça facilite notre quotidien, ça pourrait être intéressant d'avoir de toute façon des concurrents pour éviter les monopoles sur un marché unique. Le réseau social d'entreprise, c'est LinkedIn globalement. Donc pourquoi pas avoir un petit concurrent, un petit challenger qui fasse bouger les choses chez LinkedIn aussi, pourquoi pas. Ça c'était le premier outil. Le deuxième outil, il s'agit de ami.so. Amy, je sais pas comment on dit, en tout cas c'est Ami, AMIE.so. C'est une super app qui est disponible en version définitive, qui a été développée pendant plusieurs mois, de longs mois d'ailleurs, en R&D, et qui était disponible en bêta, qui est enfin sortie dans sa version définitive, et qui propose un outil où vous avez une liste de tâches à l'intérieur, vos emails, votre calendrier, un outil Pomodoro, vous savez, c'est des petits minuteurs que vous pouvez mettre pour bosser sur un sujet précis. En général, vous faites des petits rushs d'une demi-heure, 1h30, et vous dites, je lance mon Pomodoro, je bosse sur une tâche, ça ressemble, c'est en forme de tomate. Pomodoro, c'est tomate en italien, si je dis pas de bêtises. Et vous lancez votre Pomodoro, votre petit minuteur, et vous savez qu'il ne faut pas que vous changiez de sujet tant que le Pomodoro n'est pas arrivé à expiration. Eh bien, vous avez ça qui est aussi intégré dans Emiso, puisque c'est un outil global où vous avez tout au même endroit. Un peu comme ce qu'a pu faire Google Workspace, ou Office 365, ou encore Zoom, et ce qu'essaye de faire Notion, puisque Notion a racheté il y a quelques mois Chrome Calendar, qu'il a transformé cette semaine en Notion Calendar, et qui du coup propose désormais un outil global. Il manque plus que les emails chez Notion, et ce sera un outil global. Donc à mon avis, on va pas tarder à voir des choses arriver du côté de Notion et des emails. Ce serait beau qu'ils rachètent un Spark par exemple, ou quelque chose comme ça, déjà bien intégré, pour que on puisse avoir un outil global dans Notion. Là, ça commence à valoir le coup, parce que on connaît la masse critique d'utilisateurs de Notion, et ça pourrait être un concurrent sérieux. Là où Emiso part un peu de zéro, et ce sera plus difficile d'aller concurrencer les Google Workspace et les Office 365 sur le sujet.
même si c'est un petit peu différent, parce que Google Workspace et Office 365 font aussi office de provider d'email, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez créer un domaine et un email. Là, c'est plutôt des clients. Emiso est plutôt un client sur lequel vous pouvez venir intégrer votre compte Office 365 ou votre compte Google. Donc à voir si ça fait pas doublon de payer à la fois Google Workspace ou Office 365 et un outil dans lequel vous auriez tout à l'intérieur. À voir. Pareil, ils ont fini premier de la journée sur Product Hunt, on en a entendu beaucoup parler sur les réseaux, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous le partager. Ensuite, un outil auquel je crois pas du tout, alors c'est pas tout à fait vrai, mais que je n'évoque pas dans ce podcast parce qu'il est bien fonctionnellement, mais parce qu'il apporte quelque chose. Il a fini premier de sa journée aussi sur Product Hunt, mais pas pour les mêmes raisons. En gros, c'est un outil qui est l'équivalent de Calendly, mais sans abonnement. C'est une nouvelle mode qui est sortie ces dernières semaines. C'est des outils qui essayent de copier un peu des leaders du marché. Là, on le voit avec Calendly, qui a complètement inondé le marché de son outil de prise de rendez-vous en ligne, et qui fonctionne par abonnement. Eh bien, vous avez des spin-offs, alors des spin-offs, c'est pas tout à fait vrai, mais des clones en fait qui sortent, qui proposent exactement les mêmes fonctionnalités, mais sans abonnement. C'est-à-dire que vous l'achetez une bonne fois pour toutes, un peu comme il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années où vous alliez acheter votre boîte Microsoft Word chez Continent. Eh bien là, c'est pareil, vous achetez une bonne fois pour toutes votre Tidy Call et vous avez une utilisation à vie. Et vous n'avez plus besoin de payer tous les mois. Donc, ces applis sortent en misant sur une différenciation non pas fonctionnelle ni technologique, mais mise uniquement sur une différenciation tarifaire. Donc on peut malheureusement craindre que l'appli soit pas la meilleure qui existe, ce serait difficile de rivaliser avec la force de frappe de développement de Calendly, donc il faut pas être expert pour savoir que ce sera moins bien, mais ce sera moins cher. Donc après, tout dépend de ce que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez à acheter un prix ou est-ce que vous cherchez à acheter des fonctionnalités? J'essaye de rester neutre dans la façon dans laquelle je l'aborde. Bon, après Calendly, ça apporte pas non plus une grosse révolution. Un calendrier en ligne, vous sélectionnez un créneau et vous prenez rendez-vous. Donc même Google Workspace le propose intégré à sa suite désormais. Donc allez jeter plutôt un œil à Google Workspace, puisque vous le payez déjà, plutôt qu'à un outil là qui mise tout sur le prix et qui apporte pas grand-chose de fonctionnel. Bref, vous avez compris mon point de vue dans la façon dans laquelle j'en parlais. Voilà pour les 3 outils cette semaine sur lesquels je voulais revenir, c'était les 3 sorties intéressantes. Ensuite, je passe sur les focus. Les focus, c'est des choses sur lesquelles je me suis arrêté un peu plus longtemps cette semaine. Il y en a 2, PayFit et l'Apple Vision Pro. Quand je dis que j'ai fait un focus, c'est qu'en fait j'ai écrit un article dessus. Donc si vous lisez la newsletter en même temps que vous écoutez l'épisode de podcast, dans cet encart sur les focus, ça vous renvoie vers un article plus détaillé sur chacun des focus. Voilà un petit peu pourquoi j'appelle ça focus. Le premier, il s'agit de PayFit. PayFit, j'en ai déjà parlé, et c'est un peu un crève-cœur, PayFit. Alors, ils n'ont pas de problème, a priori, mais je trouve l'outil génial. Fonctionnellement, il est vraiment top. Technologiquement, il est très bon aussi, c'est un outil web. Ergonomiquement, il est parfait. Il n'y a rien d'autre d'aussi puissant sur le marché qu'existe, aussi fonctionnel, aussi joli et aussi collaboratif. Et je ne comprends pas pourquoi il n'équipe pas déjà plus d'entreprises que ça. Il est réservé pour le moment à un petit milieu qui est le milieu des startups. Et moi j'ai ma petite idée là-dessus. En fait, quand ils sont sortis, ils se sont dit on va se positionner sur un marché où 80% des TPE-PME donnent leur fiche de paye à leur cabinet comptable. C'est-à-dire que les entreprises ne s'en occupent pas, tellement c'est un merdier en France. Employons les mots, les termes. Pour avoir été consultant paye pendant plusieurs années, je peux vous le dire en toute connaissance de cause, la paye c'est compliqué, c'est un travail de tous les instants. Si vous avez une petite équipe où vous avez dedans un comptable qui doit faire et la compta et la paye, eh bien je trouve que c'est compliqué de pouvoir faire les deux parce que c'est vraiment un outil sur lequel, un métier sur lequel il faut se concentrer quasiment à temps plein, même si vous n'avez pas beaucoup de salariés. Il faut se tenir informé des règles, il y a une couche RH qui vient par-dessus souvent, donc c'est pour ça que les gens se sont dit « moi je m'en occupe pas, je file ça à un cabinet ». Du coup, sur la tranche TPE-PME, j'ai pas de stat officielle, c'est un peu mes convictions là-dessus, et mes interprétations, c'est que les gens n'ont pas voulu s'en occuper en interne jusqu'à partir d'une certaine taille, ils se sont dit « on va filer ça au cabinet, il va s'en occuper ». Et là, PayFit est arrivé et a dit « mais attends, c'est
c'est des algorithmes en fait, c'est des règles. Il y a des conventions collectives qui sortent, il y a des annonces qui sont parues au journal officiel, il suffit juste de les transformer en algorithmie dans l'informatique. Et les gens n'auront plus besoin de se prendre la tête de comprendre les règles si l'outil les comprend à leur place et qui les intègre correctement. Sur le papier, c'est cohérent. Hein. Et du coup, ils ont sorti un super logiciel et ils se sont dit, bon, on va pas aller voir les cabinets comptables pour le commercialiser, on va aller voir les entreprises. Et on va essayer de court-circuiter les cabinets dans notre commercialisation. Donc ils ont été tapés à la porte des entreprises en disant « Regardez, on a un outil génial, moins cher qu'une lettre de mission si quelqu'un doit vous faire la paye en externe. Vous n'avez rien à vous occuper. Dès qu'il y a une nouvelle législation qui sort, elle est intégrée dans l'outil. Il y a une mise à jour de la convention collective, avec des rappels sur les choses que vous devez faire, des déclarations qui sont automatiques. Vous n'avez rien besoin de faire ou donner à faire à quelqu'un d'autre. » Franchement, la promesse, elle est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est en France. Et en France, lorsqu'on veut court-circuiter les cabinets comptables, bah souvent ça donne rien de très bon. Pourquoi? Parce que quand les entreprises doivent choisir un logiciel ou doivent prendre une décision stratégique sur l'administratif, le légal, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont demander conseil au cabinet comptable. Cabinet comptable, en France, c'est Dieu sur terre. Ce que dit le cabinet comptable, l'entreprise fait, tout simplement. C'est comme ça, on a confiance en notre comptable, et c'est très bien, il est censé nous donner du conseil. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Payfit est venu taper à la porte de ces entreprises? Vous avez les entreprises qui se sont dit « Ah, ça a l'air chouette, je vais demander à mon cabinet comptable ». Cabinet comptable, vous croyez qu'il va répondre quoi quand vous avez une entreprise qui lui dit « J'ai vu un logiciel, a priori je pourrais faire les payes tout seul, j'aurais plus besoin de vous ». Vous réfléchissez et vous vous dites « Bah, qu'est-ce que je vais dire en tant que cabinet comptable ?» Soit je connais pas et je vais casser du sucre sur le dos, en restant sur mes croyances qui disent que la paye c'est compliqué, faut pas compter sur l'informatique, nous on s'en occupe, on fait de la veille, etc. Alors que il y a plein de fiches de paye de cabinet comptable qui sont fausses, et que bien souvent on peut pas, même quand on est un cabinet comptable, être à jour sur tout, parce qu'ils traitent plein de dossiers, plein de conventions collectives différentes, c'est compliqué d'être spécialisé. Mais c'est rassurant de se dire qu'ils le font à la main. Donc ils ont été déconseillés, Payfit, aux entreprises. Ce qui fait que les seuls qui ont bien voulu utiliser Payfit sont les startups. Parce que l'esprit startup, c'est on révolutionne, même nous, avec ce qu'on vend, on essaie de disrupter le marché, pourquoi on n'utiliserait pas des outils qui essayent de disrupter eux aussi leur marché? Donc Payfit est très très implanté dans les startups. Je pense que je sais pas quel stat il y a, mais c'est mes convictions aussi derrière, de connaissance du marché. Beaucoup de monde qui utilise Payfit dans les startups. Et pas trop dans les TPE, PME traditionnelles, on va dire, qui sont plutôt des entreprises qui croient modérément chaque mois et qui sont pas là à vouloir exploser d'un mois sur l'autre comme les startups. Parce qu'elles ont demandé conseil à leur cabinet leur a dit non, bah, c'est un travail compliqué, la paye, honnêtement, il n'y a pas d'outil qui arrive à tout faire tout seul, c'est une fausse croyance. Donc c'est pour ça que Payfit a eu du mal à attaquer le marché, alors que il y a un petit concurrent qui fait exactement la même chose que Payfit, qui s'appelle Silae, et qui s'est dit on va prendre la techno de Payfit, cette mise à jour automatique, etc., c'est génial, sauf qu'on va aller le vendre aux cabinets comptables, pas aux entreprises. Eh oui, c'est les cabinets comptables qui font des prescriptions sur les logiciels à utiliser en entreprise. Les entreprises choisissent pas elles-mêmes, en tout cas sur la paye et la compta. Donc ils ont été plutôt le vendre aux cabinets comptables, en leur vendant, je sais pas moi, 20 € du bulletin, je dis n'importe quoi, je connais pas les prix, et le cabinet comptable revend à l'entreprise 25 € du bulletin, qui font une petite marge par-dessus, et les payes se font relativement toutes seules, on va pas se mentir. Surtout quand vous avez l'entreprise qui a un portail où il saisit les éléments variables. Nous, c'est notre cas chez BLC. Je saisis les éléments variables, et après, c'est le cabinet comptable qui récupère, qui fait tourner les payes et qui me les donne. Mais franchement, une fois que j'ai saisi les éléments variables, il suffirait juste que moi, dans mon portail, je clique sur « Voir les bulletins », imprimer, faire les virements. Et j'aurais rien besoin de faire si tout était câblé à l'intérieur. Sauf que c'est une différence d'approche entre les deux. Désolé, hein, ça me passionne ce sujet-là. Donc j'en parle un peu longuement. Parce qu'en fait, Payfit a bénéficié d'une image un peu fausse, des bruits de couloirs qui couraient, comme quoi c'était faux, etc. Et simplement parce que c'est des bruits qui ont été peut-être vrais à une époque, j'en sais rien, encore que, mais qui sont surtout basés sur quel bénéfice on voit quand on conseille de ne pas utiliser Payfit. On voit son bénéfice en tant que cabinet ou on voit le bénéfice de notre client en tant qu'entreprise. C'est tout. Donc Payfit, c'est un très bon outil.
vous pouvez largement faire les payes tout seul. De toute façon, il y a bien quelqu'un qui doit saisir les éléments variables chaque mois. Est-ce que, je sais pas, moi, il y a eu des primes. Le cabinet comptable, si vous lui donnez les payes, il va pas inventer les primes. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous les saisissez, autant aller au bout du truc. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai fait un focus ce mois-ci, c'est un beau focus d'ailleurs, sur Payfit. J'ai fait 2 démos, une démo sur les fonctionnalités paye, une démo sur les fonctionnalités RH. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis en toute objectivité, sans qu'on vous dise comment penser. Et comme ça, vous choisissez si vous voulez continuer à utiliser votre cabinet comptable, qui lui utilise Silae et qui vous revend une commission au passage sur le prix du bulletin, ou est-ce que vous voulez faire les payes vous-même. Deuxième focus, l'Apple Vision Pro, qui est sorti en précommande aux États-Unis à partir du le 19 janvier, je crois. Il a été dispo. Ils en ont écoulé, d'après les experts, plus de 200 000 en quelques jours. Donc à vérifier, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel. C'est des experts simplement qui ont dit que d'après les sources, machin, il y en aurait 200 000. À voir, on en reconfirmera ça dans les prochains jours, mais je me suis surtout posé la question de ce que ça pourrait apporter pour les entreprises. Ce casque de réalité virtuelle mixte, cet ordinateur spatial, on l'appelle un peu comme on veut. Et j'ai noté 4 grandes parties, je vais les reprendre, qui pourraient être intéressantes avec l'Apple Vision Pro en entreprise. Le premier, c'est l'espace de travail. En fait, vous mettez un casque sur la tête, et là, vous vous retrouvez avec 4 écrans gigantesques devant vous, alors que vous êtes dans votre canapé. Et je trouve ça cool en mobilité, en remote, avec des espaces mixtes de travail. On n'est pas toujours au même endroit pour bosser, mais qu'on a quand même envie d'avoir un confort pour travailler. Souvent, on a un beau setup au bureau, avec un multi-écran, un beau clavier, une chaise ergonomique, des lumières, une belle webcam. Mais il suffit que vous alliez bosser ailleurs pendant 2-3 jours et vous perdez votre confort. Et c'est dommage, je trouve, de faire des compromis sur le confort de travail et donc sur la qualité du travail qu'on fournit. Donc là, l'Apple Vision Pro, vous mettez le casque et vous vous retrouvez avec des écrans. Il vous suffit juste d'avoir un petit clavier Bluetooth que vous pouvez transporter dans le sac à dos avec le casque. Et ça va vous permettre d'avoir un bel espace de travail sans compromis, bien agréable. Bon, par contre, vous regardez un écran à 5 cm des yeux pendant 8 heures, je suis pas sûr que ce soit très bénéfique. Donc il faudra tester aussi la santé qu'il y a derrière, quoi. Le deuxième, en fait, c'est le travail en immersion. Le deuxième point que peut apporter l'Apple Vision Pro. Vous êtes en open space, il y a du bruit autour de vous, vous avez un collègue qui fait l'idiot en face, vous avez des gens qui viennent vous taper sur l'épaule parce qu'ils ont besoin de vous demander quelque chose, et ça c'est toutes les 5 minutes. Comment voulez-vous avancer dans ces conditions-là ? Avec l'Apple Vision Pro, vous mettez le casque, vous avez l'espèce d'écran devant qui se met en mode ne pas déranger, puisqu'on voit plus vos yeux, on voit que vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose. Pourquoi pas rajouter des AirPods, des oreillettes avec réduction de bruit, et là vous êtes coupé de votre environnement, à la fois visuellement, puisque vous ne voyez pas les gens. Et souvent, même si on a un casque sur les oreilles, on voit qu'il se passe quelque chose, on se dit « Ah, attends, moi aussi j'ai envie de participer, haha, c'est quoi, c'est trop drôle !» Vous enlevez le casque d'une oreille, vous dites « Hop !» et vous écoutez d'une oreille. Là non, vous êtes un écran qui se met devant vous, avec des belles montagnes, un truc un peu zen, pour vous concentrer justement sur votre Pomodoro, là dont on parlait tout à l'heure, votre sprint d'1h30 sur votre sujet de fond, et là vous avancez, c'est-à-dire que vous travaillez pendant 1h30 sans être dérangé. Ça, c'est le deuxième point. On a presque pu le mettre en premier tellement c'est intéressant. Le troisième point, c'est les visios qui vont être un peu révolutionnés, puisque si vous faites une visio avec le casque, les gens qui sont en visio avec vous ne vous verront pas, vous, comme si vous aviez une webcam devant vous, puisque vous avez votre casque sur la tête. Vous n'avez pas de webcam, puisque votre ordinateur est dans le casque. Puis on ne va pas partager votre image alors que vous avez un casque sur les yeux. On va plutôt partager, et c'est là que interviennent les avatars. Lorsque vous faites des visios avec l'Apple Vision Pro, et que vous partagez votre image avec les participants, ils voient votre avatar qui bouge les lèvres à votre place, qui reprend vos mimiques, et vous parlez, et il reprend votre voix en fait, et ce n'est pas vous qu'on voit, c'est un avatar. Et ça apporte un truc intéressant, c'est que vous pouvez faire des visios de n'importe où désormais, vous n'êtes plus obligé d'avoir un bel espace de travail, dans de bonnes conditions, vous sortez de rendez-vous, je dis n'importe quoi, vous êtes dans votre voiture, et vous savez que vous avez un rendez-vous dans 10 minutes, vous n'aurez pas le temps de rentrer au bureau, boum, vous mettez le casque, vous êtes au volant, et vous pouvez faire votre réunion tranquillement, les gens verront un avatar comme s'il était dans un bureau en fait. En plus dans une voiture on a une très bonne acoustique donc c'est parfait. Je suis pas hyper convaincu moi-même de ce que je dis en le disant, parce que ça va encore nous rajouter du stress, du FOMO, du « Ah, il me demande une visio, faut que je mette mon casque, là je suis n'importe où », enfin ça va être le bordel infini. Mais en tout cas, force est de constater que ça va pouvoir au moins solutionner certains points et pas d'autres. C'était le deuxième focus de la semaine. Ensuite, je passe sur les petites actus en bref. Les petites actus en bref, il y en a deux.
Il y a Publicis qui investit 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle. C'est un article du Monde, j'ai mis le lien dans la description du podcast ou sur la newsletter. Dès cette année 2024, la multinationale française spécialisée dans la publicité compte investir 100 millions d'euros dans l'IA. Elle a déjà investi 8 milliards d'euros ces 8 dernières années dans des acquisitions d'Epsilon et Sapient, qui sont à mon avis des outils, des éditeurs qui sont des entreprises, je vais y arriver, qui ont un pied dans l'intelligence artificielle. Donc pourquoi j'ai mis cet article-là dans les actus en bref ? Parce que ça confirme la lame de fond de l'intelligence artificielle qui n'est presque plus approuvée désormais. Ensuite, on revient sur la régulation de l'IA en Europe, l'IA Act, AI Act, dont on a beaucoup parlé dans cette newsletter, et l'IA Act qui fait encore parler d'elle, alors que les États membres de l'Union sont appelés à ratifier le projet de règlement européen. Paris y voit encore quelques points qui posent problème, notamment sur le droit d'auteur. Donc c'est une partie très intéressante. On se souvient des jeux de lobby qui avaient eu lieu entre levée de fonds de Mistral AI et en même temps sur ces entrefaits la régulation de l'IA. La régulation de l'IA a eu lieu un vendredi soir. Elle a été assez permissive, plus permissive pour les États membres, pour les entreprises qui feraient partie des États membres que ce qu'elle aurait dû l'être. Et du coup, ça a permis, ça c'est pareil, c'est mes interprétations, attention, que Mistral AI puisse valider sa levée de fonds le dimanche. Donc il y a eu des jeux de lobby très importants qui se sont joués. Et là, on fait un petit peu machine arrière en disant attention, c'est peut-être trop permissif. Maintenant que le Mistral AI a fait sa levée de fonds, est-ce qu'on pourrait pas revenir un peu sur certains points ? Bon, voilà. En tout cas, ces jeux continuent de se discuter et c'est palpitant de suivre ça. N'hésitez pas à aller voir les 2 articles du Monde que j'ai mis directement en description du podcast. Petite news, en bref, Apple Podcast qui permet désormais de générer des transcriptions. J'aurais pu le mettre ça dans les outils de la semaine, mais bon, je le mets là en bref. En gros, vous mettez en ligne un épisode de podcast sur votre hébergeur, il est envoyé à Apple Podcast par flux RSS, et Apple va générer une transcription audio, ce qui permettra en fait aux auditeurs de pouvoir lire également, et de pas forcément écouter le podcast, de pouvoir se balader à l'intérieur, de pouvoir faire des recherches, ce qui est quand même assez pratique. Toujours par intelligence artificielle, bien entendu. Le dernier point de cet épisode de podcast, il s'agit des coulisses, les coulisses réflexion et vie entrepreneuriale. C'est une newsletter que j'écris tous les dimanches soirs et qui sort un petit peu de ces sujets tech dont je parle sur le mémo. Le mémo, vraiment, je concentre toute mon énergie sur les sujets tech, essayer de trouver les meilleurs outils tech, les meilleurs tutos pour les entreprises, faire des reviews, etc. Enfin, essayer d'aider les entreprises à mieux s'organiser et à être plus performantes autour de la tech. Mais le dimanche soir, je me permets des réflexions un peu plus philosophiques et productivité. Donc j'écris une newsletter qui s'appelle Coulisses. Et cette semaine, donc dimanche dernier, puisque à l'heure où je sors ce podcast, nous sommes vendredi 26 janvier, je n'ai pas encore écrit les coulisses de la semaine, donc je parle des coulisses de la semaine passée. Et je me faisais la réflexion suivante, qui était de dire « le confort empêche le passage à l'action ». Quand on est dans des situations agréables, mais pas à 100% parfaite, on a du mal à prendre les décisions nécessaires. Un travail bien payé, mais qui ne nous plaît pas forcément plus que ça, on aura du mal à le lâcher, parce que il faut payer les charges. Un appartement qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister, on aura du mal à en changer, parce que c'est chiant d'en chercher un nouveau, et c'est chiant de déménager. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc les situations tièdes sont parfois pires que les situations 100% négatives, ou les situations 100% positives. Les situations 100% positives, tant mieux, tout va bien. Les situations 100% négatives, on n'a pas de mal à s'en défaire, parce que si c'est que du négatif, à un moment, il faut arrêter. Mais quand c'est l'entre-deux, c'est des situations un peu tièdes, j'appelle ça, on se dit que finalement, ça va, parce qu'on se rassure avec des excuses, et ça nous empêche de passer à l'action. Donc je trouve que le confort peut parfois empêcher le passage à l'action, et que de temps en temps, il faudrait, en tout cas c'est ce que j'ai décidé de faire, se remettre en danger, sortir volontairement de sa zone de confort, rentrer dans l'inconfort pour prendre les bonnes décisions par la suite. Et ça, c'était les coulisses de la semaine dernière. Pareil, il y a un lien dans la description du podcast, si c'est pas coupé, parce que je crois qu'il y a un nombre de caractères limité, sinon allez voir la newsletter, il y a tout le détail dessus.
Voilà, j'espère que ce petit épisode de podcast vous a plu. Il était très orienté tech, mais en même temps, c'est le principe du podcast Le Mémo. N'hésitez pas à venir mettre une petite note sur votre appli d'écoute préférée. Sur Spotify, c'est facile. Sur Apple Podcast, c'est un peu plus compliqué, mais je suis sûr que vous allez trouver comment mettre une note si vous avez envie de le faire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez la newsletter, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.